Début décembre 2023 est paru le classement PISA, qui évalue les performances académiques des pays membres de l'OCDE depuis les années 2000. Le score de la France est désastreux et ne cesse de dégringoler depuis plusieurs années. Face à ce résultat, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a proposé un ensemble de mesures qu'il a dénommé le choc des savoirs. Il annonce un changement de méthode d'apprentissage des maths, le recours accru au redoublement, l'obligation d'avoir le brevet pour passer au lycée, ou encore la création de groupes de niveau. Ce projet d'envergure a pour but, selon Gabriel Attal, que la pédagogie renverse la sociologie, c'est-à-dire que l'école parvienne à lutter contre les inégalités sociales et les inégalités scolaires, qui sont parmi les plus élevées des pays de l'OCDE. Gabriel Attal veut ainsi réaffirmer le rôle de l'école comme institution démocratique, républicaine, censée rendre accessible le savoir à tous les citoyens. Alors que le système français traverse une crise sans précédent entre augmentation des inégalités et difficultés de recrutement pour les professeurs. Mais les mesures de Gabriel Attal sont-elles à la hauteur de l'enjeu ? Plutôt que la manière d'apprendre, ne faudrait-il pas également s'interroger sur la finalité de l'école ? N'est-il pas temps de repenser l'école en profondeur ? Aujourd'hui, je vous propose une philosophie de l'éducation. On va parler école, théorie de l'apprentissage, redoublement, philosophie de John Dewey et bien sûr, d'éducation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fil d'actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Par Alice de Rochechouart. L'histoire de l'éducation remonte à la Grèce antique. Le terme école vient du grec skolé, qui veut dire loisir, par opposition aux tâches productives. L'éducation se nomme alors la paideia. C'est un ensemble de connaissances et de réflexions destinées à enseigner la vertu et à créer de bons citoyens, à élever les hommes vers l'excellence. Cette conception imprègne toute la philosophie de l'éducation moderne. L'idée que le savoir et la réflexion permettent la vertu, la morale et les valeurs. L'éducation moderne débute au XIXe siècle, quand le ministre Jules Ferry rend l'instruction obligatoire en 1881. Attention, ce n'est pas l'école, mais bien l'instruction qui est obligatoire. Les parents peuvent très bien instruire leurs enfants à la maison s'ils le souhaitent. Cette distinction est importante, car elle montre que c'est l'instruction individuelle qui est privilégiée, et non l'apprentissage de la vie en commun. Alors, quel est le but de l'école ? Est-ce qu'on recherche l'excellence ou l'épanouissement ? L'instruction individuelle ou la vie citoyenne ? Ces questions sont tributaires d'une certaine vision de l'éducation, qui concerne aussi bien le statut des élèves que la fonction de l'enseignant. Or, on a l'impression qu'on s'interroge aujourd'hui de moins en moins sur le rôle de l'école et qu'il est communément admis que l'école sert principalement à transmettre une excellence académique. D'ailleurs, c'est peut-être ce que traduit le classement PISA. S'il est important d'évaluer le niveau scolaire des élèves, en maths ou en français par exemple, est-ce le seul indicateur pertinent pour évaluer la qualité d'un système éducatif ? L'éducation n'est-elle qu'une technique d'apprentissage, une transmission de connaissances ? Depuis les années 1900, on est entré dans l'ère de l'ingénierie pédagogique. La question n'est plus tellement à quoi sert l'école, mais comment faut-il apprendre ? La logique est alors celle de l'efficacité à partir des découvertes scientifiques sur les modes d'apprentissage. Il existe en effet plusieurs théories de l'apprentissage. Pendant longtemps, on a pensé que l'apprentissage fonctionnait par répétition. C'est la théorie du conditionnement de Pavlov, au début du XXe siècle. Oui, vous savez, celui qui est connu pour avoir conditionné des chiens à saliver en entendant une sonnerie. Ce mouvement est appelé behaviorisme, de l'anglais behavior, comportement. On considère alors que l'enfant est comme une boîte vide qu'il faudrait remplir de connaissances. Il doit être attentif et écouter ce qu'on lui dit. D'autres approches existent. Le cognitivisme, dans les années 1960, considère plutôt le cerveau comme un superordinateur qui traite et classe des informations. Pour apprendre efficacement, les élèves doivent réfléchir, traiter l'information en se posant des questions. Concrètement, on invite les élèves à travailler sur un sujet plutôt que de simplement leur demander d'écouter le professeur leur transmettre des informations.
Le constructivisme, ensuite, apparaît au début du siècle chez un philosophe américain, John Dewey, dont nous parlerons plus en détail tout à l'heure. Le constructivisme connaît un essor en France dans les années 70. Il considère qu'on apprend en se confrontant à des situations, des activités et en échangeant avec d'autres. Les élèves doivent résoudre un problème, comme construire un objet par exemple, en trouvant les solutions par eux-mêmes. Le connectivisme, enfin, apparaît en 2005. Il considère que nous apprenons via un réseau de connexions et que c'est en croisant différentes sources que nous nous approprions les informations, en particulier à l'ère du numérique. Toutes ces approches ne sont pas mutuellement exclusives, car on apprend de plein de façons différentes, et elles sont toutes plus ou moins présentes dans l'enseignement actuel. Le paradoxe, pourtant, c'est que plus l'ingénierie pédagogique progresse, plus l'école française s'effondre. En réalité, rien d'étonnant à cela quand on voit à quel point les mesures annoncées vont à l'encontre de ce que prônent les sciences de l'éducation. Prenons le cas du redoublement, une mesure annoncée par Gabriel Attal. Le redoublement avait fortement régressé en France, car la majorité des études montrent que le redoublement augmente le risque de décrochage et qu'il est souvent inefficace et stigmatisant. D'ailleurs, les pays en tête de PISA, comme l'Estonie et le Japon, ont un très faible taux de redoublement. Ces pays utilisent plutôt des alternatives, le rattrapage en fin d'année, le tutorat ou encore le looping. C'est une technique développée en Finlande qui consiste à avoir le même enseignant pendant plusieurs années afin d'assurer un suivi continu. Finalement, on a l'impression qu'on ne prend pas le problème dans le bon sens. Chercheurs et professeurs s'accordent à dire que la clé d'un meilleur niveau scolaire réside avant tout dans un cadre propice aux apprentissages. Il y a très peu de redoublement dans les pays où les professeurs soutiennent les élèves et ont de bonnes relations avec eux, par exemple. À l'inverse, la France est l'un des pays où les élèves déclarent percevoir le moins de soutien de la part de leurs enseignants. Et les classes françaises sont parmi les plus chargées de l'Union européenne. En perpétuant un modèle individualiste et un mode d'évaluation anxiogène, plutôt qu'en cherchant à créer un cadre épanouissant, il est certain que le niveau scolaire ne pourra pas progresser. Il en va de même pour les inégalités sociales, parmi les plus élevées de l'OCDE, comme on l'a dit. D'après de nombreux chercheurs, les programmes scolaires seraient trop chargés, et ce, dès la maternelle. Ces programmes correspondraient aux capacités des élèves moyens, voire bons. Cela serait alors des objectifs trop élevés pour les élèves faibles, ce qui créerait déjà des écarts, de plus en plus difficiles à combler derrière. On se rend compte en réalité que l'école française est tiraillée entre la démocratie et l'aristocratie. C'est ce que révèle une autre mesure annoncée par Gabriel Attal, la création de groupes de niveau dès le primaire. Encore une fois, ce que montrent les études, c'est que les groupes de niveau permettent certes aux plus forts de s'améliorer, mais que ce n'est pas le cas pour les plus faibles, qui se sentent souvent stigmatisés et stagnent. D'autant plus qu'ils ne bénéficient plus de l'entraide prodiguée par leurs camarades plus à l'aise. Alors, sous couvert de réduire les inégalités, on continue à tirer les forts vers le haut et les faibles vers le bas. Rien d'étonnant à la crise de recrutement des enseignants, entre dégradation des conditions de travail et impression de ne pas pouvoir transmettre aux élèves qui en ont le plus besoin. On a finalement l'impression que derrière ce choc des savoirs, censé être démocratique, augmenter le niveau des écoliers et réduire les inégalités, se cache une tentation aristocratique et une nostalgie de l'école de la Troisième République. L'idéal de l'école républicaine est certes très beau, car il promet la méritocratie et la cohésion de société. Mais attention à ne pas retomber dans une nostalgie de l'autorité, comme le suggère le retour à l'uniforme dès la rentrée 2024. Encore une mesure qui n'a aucune efficacité d'après les études. On peut pourtant repenser l'école comme un véritable projet démocratique. Je vais vous parler de la philosophie de l'éducation de John Dewey, un philosophe américain de la première moitié du XXe siècle qui appartient au courant pragmatiste. Selon ce courant, il ne faut pas séparer le savoir de la pratique. C'est Dewey qui invente le concept de learning by doing, c'est en faisant qu'on apprend. Ainsi, selon Dewey, il faut encourager l'énergie vitale des enfants plutôt que leur demander de rester collés sur une chaise en écoutant passivement.
John Dewey a même créé son école à la fin du 19e siècle. Cette école a compté plus de 140 élèves. Les élèves y exécutent des projets qui mobilisent à la fois le savoir et la pratique. Par exemple, ils construisent ensemble une maquette de ferme, font pousser des plantes qu'ils récoltent et vendent. Ou encore, ils étudient la vie préhistorique dans des cavernes qu'ils ont eux-mêmes construites. Ils font des expériences, des clubs de débat, des projets coopératifs de construction ou encore d'écriture. Je ne sais pas vous, mais moi j'aurais bien aimé aller dans cette école. Mais ce qui est encore plus intéressant chez Dewey, à mon avis, c'est qu'il n'est pas seulement question de méthode d'apprentissage, il est également question du but de l'école. Or, selon lui, l'école n'est pas une préparation à la vie, elle est un processus de vie. L'école est une forme de la vie en commun, nous dit-il. Son but est d'apprendre le collectif, l'entraide, et non pas seulement le savoir et les connaissances, ce qui relève, selon lui, d'une logique individualiste et d'une exigence de rentabilité capitaliste. Dewey pense que nous sommes fondamentalement mus par une volonté d'apprendre et de s'entraider, et que l'individu se réalise en contribuant à la communauté. À l'inverse, dans une école classique, régie par la compétition, le jugement et la rivalité, les plus faibles intériorisent une position d'infériorité et les forts une position de supériorité. Alors, l'école perpétue le système inégalitaire plutôt que de mener vers la démocratie. L'école doit alors devenir une institution permettant le changement social afin de réaliser la promesse de la démocratie. Rappelez-vous, nous parlions, dans l'épisode sur les faits divers, de la philosophie de Foucault et de son diagnostic de carcéralisation de la société. L'idée que le modèle carcéral, la prison, qui est autoritaire, individualiste et normatif, s'étend à toute la société, dont l'école. Avec Dewey, on peut penser une école alternative, une éducation à la liberté, à la créativité, à l'entraide, au collectif, loin de l'injonction à la performance, à la rentabilité, à l'individualisme. Alors, nous pourrons définitivement trancher entre démocratie et aristocratie et opérer un véritable choc éducatif. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu.